Alors bonjour à tous, je suis April et il y a un an j'ai créé une chaîne YouTube pour parler d'autisme puisque j'ai été diagnostiquée autiste. Donc suite à ce diagnostic j'ai voulu partager avec vous mes réflexions parce que je découvrais au fur et à mesure en fait toutes mes spécificités autistiques si j'ose dire et j'avais envie que peut-être je puisse aider d'autres personnes à s'identifier autistes, voilà, à se sentir bien aussi avec elles-mêmes. Donc là on continue dans la thématique des relations amoureuses. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, j'ai parlé de la difficulté pour les personnes autistes de rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que parce que il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, un manque d'estime personnelle, de confiance en soi, que quand on aime bien quelqu'un, on a du mal à identifier l'implicite, est-ce que on ne surinterprète pas certains signes, est-ce qu'on passe pas à côté aussi de signes évidents, c'est la confusion et c'est pour ça que tout ce qui est flirt, drague, c'est compliqué. Donc ça, j'ai expliqué dans cette vidéo. Et donc ça peut entraîner plus de difficultés à rencontrer quelqu'un. Bon, mais une fois qu'on a rencontré quelqu'un et que on vit avec cette personne, comment ça se passe? Et moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant de parler donc des relations de couple chez les personnes autistes. C'est un thème qui m'a été d'ailleurs suggéré. Et c'est vrai que autant on peut encore un peu donner le change quand on est avec quelqu'un, les débuts, quand on flirte avec quelqu'un ou quand on discute avec quelqu'un, autant on peut encore donner l'impression que on est comme tout le monde ou bien que on ressemble à cette personne. Autant quand on vit H24 avec l'autre, donc quand on s'installe ensemble, mais je dirais même quand on est dans une relation longue. Là, on peut plus donner le change. Et c'est là où finalement, notre autisme, il va se révéler au grand jour et où ça peut être compliqué. Alors si vous vivez avec l'autre, donc dans une même maison ou un même appartement, je trouve que c'est très compliqué parce que la notion d'espace en fait est vitale chez nous. Moi personnellement, j'ai vraiment besoin de me ressourcer dans la solitude, d'avoir aussi mon territoire où je vais avoir un peu ce qui me réconforte, mes objets, la musique que j'écoute, mes petits rituels. Et quand je fais rentrer quelqu'un dans cette intimité-là, eh bien, je vais avoir moins d'espace, ou en tout cas, je vais devoir partager cet espace. Et à travers la notion d'espace, pour moi, c'est aussi la notion de sécurité intérieure, de territoire, de frontières. Et si tout d'un coup, je laisse entrer quelqu'un dans le même espace que moi, finalement, les frontières deviennent poreuses et je n'ai plus d'oxygène pour me ressourcer. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aime pas vivre en couple, hein, ça ne veut pas dire que les personnes autistes ne doivent pas vivre en couple, mais c'est quelque chose, je pense, à prendre en compte, enfin en tout cas à avoir conscience que quand vous laissez entrer quelqu'un dans votre intimité, vraiment, ça peut vraiment être violent intérieurement, ça peut être difficile les premières semaines, voire les premiers mois, voire les premières années, on peut avoir du mal justement avec cette notion-là de où est mon espace, où est son espace à lui ou à elle, comment faire pour se ressourcer en sachant qu'on a fonctionné nous toutes ces années en se cachant pour décompresser, ne serait-ce que pour stimer, pour pleurer un bon coup, pour penser à autre chose, écouter de la musique. Et on a toujours eu cette possibilité-là, enfin en tout cas pour les plus chanceux d'entre nous, parce qu'on a toujours eu quand même une chambre à soi. Enfin, je pense que quand on était ado, on avait une chambre à nous. Quand on était étudiant, peut-être qu'on vivait seul. Et donc on a toujours eu cette possibilité, cette soupape de décompression. Et c'est comme ça aussi qu'on pouvait tenir à l'extérieur. Mais quand on laisse quelqu'un, un individu qu'on aime profondément, mais qui va quand même nous perturber dans nos habitudes, et bien tout d'un coup, on n'a plus cette soupape de décompression, enfin, ou alors il faut qu'on l'explique à l'autre. Et c'est là où je pense que c'est important déjà d'être au clair avec soi-même avant, donc d'identifier que ça va être difficile pour nous et de l'expliciter à l'autre. Et aussi de garder peut-être une pièce à part. Voilà, donc je sais que les appartements ça coûte cher, les locations, tout ça, mais si vous pouvez prendre une pièce avec un bureau, je ne sais pas, ça peut vraiment, je pense, vous faire du bien, vous aider à avoir justement, à vous recréer cette bulle en fait pour vous ressourcer. Parce que sinon, il y a un moment donné où d'être H24 avec l'autre, physiquement, il y a quelque chose qui devient presque douloureux à force, presque insupportable. Et quand bien même on aime l'autre du plus profond de notre cœur, voilà, il y a quelque chose même sensoriellement qui est compliqué. Il y a toujours cette personne, cette présence physique. Et donc, quelque part, il y a quelque chose où ça vient nous faire violence. Voilà. Je pense donc
Vraiment avoir conscience de ça, de cette notion-là d'espace, de frontières, etc. Après, il va y aussi y avoir des difficultés parce que c'est vrai que quand on tombe amoureux, c'est pas pareil que quand on vit une relation longue avec quelqu'un. Et autant parfois on peut tomber amoureux ou on peut croire qu'on tombe amoureux d'une certaine personne, autant quand on vit en fait avec cette personne ou quand on a une relation longue, enfin quand je dis longue, c'est-à-dire au moins quelques mois avec cette personne, eh bien finalement on va découvrir quelqu'un d'autre. Et je sais plus qui est-ce qui disait que quand on vit une relation amoureuse, il faut faire le deuil en fait de cette relation pour pouvoir vivre bien avec l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on avait imaginé de l'autre ne correspond pas vraiment à ce que l'autre est réellement. Et à ce que nous, on vient plaquer chez l'autre aussi parce que nous, on fonctionne d'une certaine façon. Et peut-être que la personne en face, elle n'est pas neuroatypique. Hein, on peut très bien... bon, je suis assez idéaliste, donc j'aurais tendance à croire qu'on peut tomber amoureux et bien s'entendre et vivre une belle histoire avec un garçon ou une fille dans la norme. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va y avoir une frontière entre son fonctionnement et le sien, mais on peut aussi tomber amoureux, bien sûr, d'une personne, d'un garçon, d'une fille atypique, que ce soit HP, que ce soit autiste ou autre. Et là encore, il va aussi y avoir des différences, hein, parce que l'autisme est un spectre très très large, donc même si on est deux autistes, il va y avoir des choses très différentes, et on peut donc vivre cette transition un peu de désillusion qui d'ailleurs que tout le monde expérimente, mais je crois que chez les personnes autistes c'est particulièrement difficile hein, parce que nous on s'accroche vraiment à des repères, on a besoin d'avoir des repères et donc je pense qu'inconsciemment on projette chez l'autre quelque chose ou en tout cas on essaie de le cerner d'une certaine façon et de garder cette image en tête de l'autre pour se sécuriser et quand finalement cette personne se révèle autre, se révèle différente de ce qu'on avait prévu, ça peut vraiment être difficile, très difficile. Voilà. Il y a aussi peut-être le fait que le fameux manque de théorie d'esprit, même si j'aime pas parler de ça comme ça, qui fait qu'on va peut-être avoir du mal à imaginer, c'est vrai, à accéder à l'autre en profondeur, où on va pas faire la différence entre les émotions et ce qu'il est rationnellement. Et donc là encore, on peut vivre quelque chose où finalement, voilà, après coup, on ne va pas s'entendre, ou alors finalement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une hypothèse que peut-être que c'est plus difficile pour les personnes autistes. Bon. Et après, il y a donc toute la notion d'habitude, hein, que j'ai déjà un petit peu parlé avec ce besoin de solitude. Mais nous, on a construit quelque chose qui passe par beaucoup d'étapes, enfin de routines, de ce qu'on appelle les stéréotypies. Et c'est sûr que quand on fait entrer l'autre dans son intimité, et bien tout à coup, toutes ces routines-là, elles sont bousculées. Alors, il faut en trouver d'autres. Et puis, il faut aussi communiquer sur ces routines, sur ce besoin de routine, de cadre avec l'autre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, atypiques, qui aiment bien, du coup, avoir deux appartements. Comme ça, elles gardent quand même leur espace, et puis elles peuvent rendre visite à leurs copains, à leurs copines. Et comme ça, elles renoncent pas justement à ce cadre-là dont elles ont besoin. Après, c'est vrai que si vous vivez avec la personne, comme c'est mon cas, bien, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des moments où vous avez besoin de faire, voilà, vous avez vos habitudes en fait, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc l'autre aussi peut-être a ses habitudes. Donc là, il va vraiment falloir communiquer ensemble sur comment on fait et vraiment que vous insistiez sur le fait que c'est important, voire vital pour vous. Que vraiment vous avez besoin, notamment qu'on explicite les choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense à ces personnes qui ont du mal avec les temps sans objet. Hein, c'est peut-être pas le cas de tous les autismes, mais moi c'est mon cas. Tout ce qui est temps flou, où il n'y a pas, on ne sait pas trop ce qu'on attend de nous, ce qu'on doit faire, c'est très compliqué et très fatigant pour moi. Donc c'est-à-dire les pauses, donc, dans le monde du travail, les pauses à la machine à café, les pauses déjeuner, mais aussi les réunions qui s'éternisent et on ne sait pas trop de quoi on parle en fait, et puis à la fin tout le monde discute et il n'y a pas vraiment de cohésion, enfin de cohérence. Mais aussi dans notre vie à nous, quand on a une journée, on a besoin de se faire un petit programme pour ces personnes-là, dont moi c'est mon cas, de se faire un petit programme dans sa tête. Mais quand vous faites un programme dans votre tête, faut pas oublier qu'il y a une autre personne aussi, surtout si vous partagez cette journée avec cette personne. Et donc, d'où l'intérêt de communiquer clairement, voilà, mais aussi d'avoir conscience de ce besoin qu'on a. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'auto-diagnostiquer ou de se diagnostiquer peut-être avant une relation parce que sinon il va y avoir, je pense, des incompréhensions
et l'autre ne sachant pas que vous êtes différente, enfin c'est-à-dire autiste, il va pas comprendre. Et donc ça peut créer aussi des conflits. Et ces conflits ne peuvent ne pas être résolus. Après, il peut y avoir des reproches parce que finalement, il y a ces malentendus qui perdurent, quoi. Donc vraiment, si vous avez besoin, comme moi, de vous faire ce petit programme parce que vous supportez pas les temps sans objet, de communiquer à l'autre, de vous mettre d'accord, voilà, que ce soit bien clair, etc. Vous mettre aussi d'accord sur les routines, sur vous avez besoin d'avoir un petit temps pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de, je pense, de trop fusionner dans la relation, même si parfois l'histoire d'amour elle peut être très très forte et très belle au début, parce que sinon vous allez un peu vous perdre, hein. Et si vous êtes hyper empathique comme moi, vous allez plus savoir, vous allez plus avoir de frontières entre l'autre, entre ce qu'il ressent, entre ce qu'il est et entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes. Après, c'est normal, après plusieurs années de vie commune, de prendre un peu de l'autre chez soi et inversement. Je pense que ça fait partie du jeu. Mais voilà, il ne faut pas oublier que je crois que c'est la particularité aussi des personnes autistes, c'est qu'elles restent quand même toujours un individu à part entière. Il y a quelque chose qui résiste à s'abandonner en fait, à abandonner quelque chose de soi dans la relation. Et c'est pour ça que dans les groupes, c'est compliqué. Parce que dans les groupes, dans les fonctionnements de groupe, j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme où finalement l'individu disparaît au profit du groupe. Il y a quelque chose où on négocie, on est capable de négocier que là, il va falloir faire des concessions parce que c'est au nom du groupe. Et ce que la personne autiste ne peut pas faire en fait. Donc la personne autiste, elle reste toujours, on va dire, ce que j'ai envie de dire, c'est enracinée, solide en elle-même. Et elle pourra pas s'adapter au groupe, mais pour moi, c'est pas forcément négatif, hein. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas perpétuer, participer à une logique, surtout quand elle ne la comprend pas, quand elle ne fait pas sens pour elle. Donc elle aura du mal, je pense, à discuter pour ne rien dire pendant 2 heures. Dans un groupe de 3-4 personnes, en fait, ça va être juste hyper fatigant pour elle. Voilà. Et donc, dans les histoires d'amour, c'est vrai que parfois, même les conversations dans le couple, ça peut épuiser les personnes autistes. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut vraiment avoir en tête la théorie des cuillères, je pense, que vous connaissez. Sûrement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire des recherches parce que c'est vraiment intéressant. Et donc à vous dire, voilà, vous avez 10 cuillères. Alors si vous faites une grande conversation pendant 2 heures où vous refaites le monde, c'est bien, mais ça va vous coûter déjà 3 cuillères. Donc qu'est-ce que vous faites ensuite du reste de votre journée pour ne pas trop vous épuiser? Voilà. C'est vrai que malheureusement, moi j'ai l'impression que depuis que je suis en couple, j'ai renoncé à quelque chose. Enfin, je suis vraiment beaucoup plus fatiguée. C'est vrai. Enfin, depuis que je vis en couple, je suis vraiment beaucoup plus fatiguée. Parce que voilà, je pense que c'est d'avoir une personne en permanence avec moi, etc. Le fait aussi, où il y a la rigidité mentale, où en fait on a du mal à switcher, oui, il y a quelque chose où on a du mal avec les imprévus, et puis quand vous êtes avec une autre personne, vous pouvez pas prévoir à 100% tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va faire. Donc c'est vrai que je suis 2 fois plus fatiguée, mais honnêtement, en termes de sécurité, avoir quelqu'un qui prend soin de moi, qui m'aime et tout, qui est capable de s'adapter aussi à qui je suis, qui m'accompagne, qui me soutient, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et justement, je parlais de cette idée de cette précarité chez les personnes autistes où il y a des cercles vicieux où tout d'un coup, la personne autiste peut se retrouver dans une situation terrifiante où elle est complètement seule, où elle n'a pas de place nulle part dans la société et elle avance pas parce qu'elle a du mal à se mettre en mouvement. Merci les fonctions exécutives. Et c'est vrai qu'à l'inverse, moi, avoir quelqu'un avec moi, je pense que je sors de ce cercle vicieux en fait. De la même façon que d'avoir un travail où j'ai des objectifs, tous les matins je me lève, j'ai des horaires, je sais ce qui m'attend, ça me sauve en fait de l'enlisement en fait, de cet état où tout à coup je vais sombrer parce que je vais avoir des pensées qui vont finir par, par me créer des fameux nœuds dans la tête qui vont me faire sombrer dans le mal-être en fait. Voilà, ça me donne un cadre. Donc les histoires d'amour, ça peut aussi donner un cadre pour de belles choses, mais il faut pas oublier que voilà, une relation c'est compliqué, toutes les relations c'est compliqué, mais pour les personnes autistes, faut vraiment faire davantage attention à soi. C'est même une question de hypersensibilité, hyper sensorialité. Voilà, je trouve que la présence de l'autre, c'est une présence physique qui est pas anodine. Pour moi, l'autre, il dégage quelque chose, quoi, qui est invisible.
des vibrations, un corps, quelque chose, je sais pas. Et ça, en fait, ça impacte. Enfin, je trouve que moi, en tout cas, ça m'impacte. Et ça peut donner lieu, du coup, peut-être à plus de crises autistiques si, si en fait, les imprévus sont trop nombreux, s'il y a trop de malentendus, si l'autre n'est pas assez clair, si soi-même, en fait, on a du mal à s'adapter aussi, à être un peu trop rigide, si on a tendance à être impulsif, impatient et qu'on aime bien quand les choses vont vite et que l'autre n'a pas le même rythme, ça c'est compliqué. Vous voyez, quand l'autre n'a pas le même rythme, que lui peut-être il lui faut plus de temps, qu'il voit, ou alors au contraire qu'il est très speed et nous bah, qu'on a besoin de lenteur, c'est là où bah, ça peut donner lieu à des meltdowns, hein, des shutdowns, une fatigue, des crises de larmes, voilà, etc. Le dernier point dont je n'ai pas parlé, donc si on a des difficultés d'attention, c'est ce que je disais, ça peut être compliqué aussi. Et si on a aussi des problèmes de fonction exécutive, vous voyez, moi, tout ce qui est gestion de l'appartement, c'est compliqué parce que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation. Et donc c'est vrai qu'il faut accepter de vivre avec l'autre et bah, que parfois on soit plus opérationnel en fait. Pendant 3 jours, on peut plus rien faire, on est sur notre canapé, on est mort, enfin mort temporairement. Et peut-être que pour l'autre qui a besoin que l'appartement soit tout le temps rangé, ou à l'inverse qui est assez bordélique et qui, voilà, enfin ça dépend des règles de l'autre, mais ça peut être compliqué, voilà. Donc tout ça, en fait tout ce qui touche à l'autisme, je dirais que ça se révèle au grand jour dans une relation amoureuse parce que vraiment l'autre est avec nous. Alors je dirais que c'est bizarre parce que quand on est dans notre famille, quand on est petit, pourtant on vit en permanence avec des gens. Et je sais pas pourquoi, parfois, malgré tout, l'autisme reste souterrain. Enfin, il reste masqué. Voilà, parce que sans doute c'est une habitude qu'on prend, hein, de jamais dire, de jamais révéler, de faire ses stimes dans les toilettes ou dans notre chambre, tout seul et que finalement la famille n'interroge pas vraiment si parfois on répète des phrases comme ça ou s'il y a des moments où on n'a pas trop compris le contexte. Bon, il n'y a pas d'interrogation. Et parfois, c'est même du coup plus tard dans les relations amoureuses que ça se révèle et que l'autre, en fait, garçon ou fille, va dire ah, mais j'ai l'impression que t'es un peu différente. T'as déjà pensé à te faire tester ou quelque chose comme ça, vous voyez? Parfois, ça peut se révéler au grand jour dans une relation amoureuse parce que l'autre vit avec nous et que là, bah, on peut plus vraiment donner le change, quoi. Voilà, après, est-ce qu'on peut aussi parler bah, de la profondeur émotionnelle que peuvent avoir certaines personnes autistes, où ça peut vraiment être une super histoire d'amour qui va vraiment bah, faire beaucoup de bien à la personne autiste, qui va un peu la réparer. Voilà, quand je dis réparer, c'est-à-dire consoler ce qu'on appelle l'enfant intérieur, ce petit enfant qui s'est fait harceler, qui s'est fait rejeter, qui n'a pas compris pourquoi. Et ça peut vraiment donner de très belles choses, de très beaux partages. Et puis l'autre, il peut aussi vraiment comprendre bah, ce que c'est en fait qu'une personne autiste. Enfin, ce que ça implique comme difficulté, parce que lui, il voit tout en fait. Il voit pas que la partie visible de l'iceberg où la personne, elle sourit, elle est toujours contente, et puis toujours enjouée, toujours partante pour tout. Lui, il voit l'effondrement qu'il y a derrière. Il voit l'anticipation, ce que ça demande, la préparation mentale, et après la fatigue que ça génère. Donc aussi avoir plus conscience pour pouvoir plus après informer et se battre aussi avec son conjoint, sa conjointe, pour que, bah, voilà, que les personnes soient mieux informées sur la question de l'autisme. Voilà pour ce sujet un peu rapide, mais bon, j'espère que ça vous aura aidé. Et bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!